Sens de la visite, le podcast qui écoute vos histoires de l'art. Bonjour à tous. Lisa et moi, on est ravis de vous accueillir ici, sur les ondes du Sens de la visite, pour une 3e saison. Merci beaucoup à vous pour vos écoutes, vos retours de plus en plus nombreux. Alors cette année encore, on va continuer à vous donner envie, à l'audio, d'aller voir, en vrai, des expos, des artistes et des musées. Et justement, peut-être qu'après avoir écouté ce nouvel épisode de rentrée, vous aurez envie de repartir illico, dans la Drôme, à Hauterive précisément. C'est ici que nous sommes allés rencontrer l'un des artistes contemporains français les plus reconnus aujourd'hui, Jean-Michel Othoniel, à l'occasion de sa dernière exposition, Le Rêve de l'eau, qui se tient en plein cœur du palais idéal du Facteur Cheval. C'est un événement, car c'est la première fois qu'un artiste est invité à investir avec ses œuvres ce fameux palais. Depuis 110 ans, ce lieu unique en son genre fascine le public autant qu'il inspire les artistes. Par ses dimensions, déjà, 26 mètres de long pour 12 mètres de hauteur, par ses matériaux, des pierres, des coquillages et de la chaux pour englober le tout, et par son message, universel et humaniste. Sur ses murs, dans ses grottes, sont représentés et célébrés des animaux, des hommes, des femmes, des monuments de toutes les cultures et de toutes les religions. Mais le plus fascinant, en regardant ce palais, c'est de réaliser qu'il a été construit par un seul homme, Joseph Ferdinand Cheval, facteur, fils de paysan, sans aucune connaissance en architecture ni en sculpture. En 33 ans, de 1879 à 1912, il a bâti ce qui est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre de l'art brut. Face à lui, on se demande évidemment ce qui a pu motiver le geste de son créateur. Nous sommes dans la 2e partie du 19e siècle. Joseph Ferdinand Cheval est facteur. Il porte le courrier à pied à toute la campagne aux alentours et il peut marcher jusqu'à 30 km par jour. Lors de ses longues tournées, son esprit rêveur vagabonde, pendant que ses yeux se posent sur le courrier qu'il distribue. Des cartes postales, des magazines illustrés de voyage, les calendriers de la poste, toutes ces images commencent à tourner et à se graver dans son esprit. Jusqu'au jour où, lors d'une tournée, son pied bute sur une pierre qui manque de le faire tomber. Fasciné par sa forme, elle est pour lui, dans son esprit d'autodidacte bouillonnant d'imagination, le signe et l'élément déclencheur d'une nouvelle vie. Dès le lendemain, il va commencer à réaliser ce qu'il imagine depuis plusieurs années. Un palais inhabitable, mais rempli de toutes ces images, de voyages, de monuments ou de personnages mythologiques qui l'ont fait rêver et qui peuplent son esprit. Alors, dans son jardin, de ses propres mains, avec des pierres ramassées lors de ses tournées, il va construire ce palais. La nuit, à la lumière des bougies, tout en continuant d'être facteur le jour. Même s'il était considéré comme un fou dans son village et aux alentours, le facteur, lui, avait conscience qu'il était en train de réaliser une œuvre qui le dépasserait et lui survivrait longtemps. Il avait raison. Près d'un siècle après sa mort, plus de 200 000 personnes visitent aujourd'hui son palais. Et cette année, l'un des plus grands artistes français, Jean-Michel Othoniel, lui rend hommage, en créant cette exposition qui parcourt les grottes, les niches et les alcôves de ce palais. Pour célébrer ce lieu qu'il a lui-même très souvent visité, enfant, avec sa maman, il a décidé, au moyen de fontaines, de perles géantes et de vitraux flamboyants, de réaliser l'un des derniers rêves du facteur Cheval. Faire apparaître l'eau et la lumière dans son palais. Jean-Michel Othoniel, nous avons eu la chance de célébrer les 110 ans de l'œuvre du facteur Cheval. Et Jean-Michel Othoniel est un artiste, je dirais, puissant. Il a voulu reconstruire le rêve de l'eau. Et c'est pour ça qu'il nous a installé des fontaines, des cascades, toujours aux emplacements, là où il y avait de l'eau qui circulait. Là, on est dans la maison du facteur Cheval. D'ici, il y avait son lit, il voyait le château de cette maison-là. Donc on s'est mis un peu à l'écart, mais c'est vraiment l'endroit, le point de vue privilégié sur son palais, puisqu'il a construit cette maison une fois avoir construit le palais. Il fait frais, alors qu'il fait très chaud dehors. C'est une région où il fait très très chaud l'été, que j'ai bien connue, puisque je suis venu enfant pendant près de 17 ans dans cette région, en vacances, donc c'est vraiment un endroit que je connais bien. Cette première fois, vous êtes venu au palais du facteur Cheval. Est-ce que vous pouvez vous refigurer ce premier souvenir ?
Alors le tout premier, c'est vraiment un souvenir tout petit d'enfant, je devais avoir 5-6 ans, et j'avais l'impression de traverser une forêt vierge pour arriver au milieu d'une clairière, voir ce palais sortir un peu de la jungle, et c'était une vision vraiment incroyable parce que je crois que même enfant, j'ai ressenti toutes ces connexions que le facteur avait pu faire avec les architectures de pays lointains. Donc il y avait une première approche qui était très intuitive, mais aussi à l'échelle de la taille d'un enfant, c'est-à-dire tout démesuré avec cet endroit où on pouvait se cacher, ces coursives sur lesquelles on pouvait courir. Et surtout qu'à l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas beaucoup de monde qui visitait le palais, c'était encore quelque chose de très confidentiel. Mais c'était déjà une attraction, donc on venait le voir régulièrement avec mes parents entre l'âge de 5 ans et de 17 ans. Donc j'ai grandi, mon regard a grandi et a suivi le palais. Mais enfant, c'était une région tellement extraordinaire pour moi qui vient de Saint-Étienne, donc de l'autre côté du Massif central. Venir dans la Drôme, c'était déjà être en Provence, c'était déjà avoir la chaleur, l'été, pouvoir manger des fruits frais venant des arbres. Il y avait vraiment un rapport très proche de tous ces sens qu'en tant qu'enfant, on prend à bras-le-corps. Et notamment, je me souviens, ces promenades où on allait cueillir des fleurs. Enfin, c'était vraiment des moments proches de la nature et qui étaient très importants pour moi parce que j'étais un petit citadin. Moi, je vivais dans une ville noire qui est la ville de Saint-Étienne, à l'époque, qui était une ville de mineurs où moi j'étais à l'école avec les enfants de mineurs. Donc venir ici dans la Drôme, c'était s'échapper. Il y a une phrase qui m'a marqué en faisant le tour du palais des Halles du facteur Cheval, c'est « Ceci est l'œuvre d'un fils de paysan ». Bon, déjà, je trouve la phrase forte et presque émouvante. Vous êtes le fils de qui ? Alors c'est une question qui me touche beaucoup parce que quand je me suis plongé dans cet univers du facteur pour pouvoir travailler sur ce projet et me dire quels sont mes liens avec ce projet, j'ai lu tout son courrier, j'ai lu toute la façon dont s'organisait sa vie. Et en fin de compte, j'avais l'impression de lire des carnets de famille. Puisque moi, ma famille vient d'une région qui est pas loin d'ici, où il y avait la même austérité, la même pauvreté, où les paysans vivent avec des terrains très très petits, il y a une grande rudesse. Et très enclavé, c'est-à-dire que les gens ne bougent pas, les gens ne voyagent pas. Même le facteur, Cheval, lui n'a jamais quitté son village, bien que ses architectures mettent en avant des pays lointains, lui-même n'a jamais bougé. Et moi, je viens d'une famille comme ça. Il y a une anecdote dans la vie du facteur qui m'a vraiment bouleversé, c'est que le facteur, à un moment donné, n'avait plus assez d'argent pour s'occuper de son fils, donc il l'a placé. Et moi, j'ai ce rapport très fort à cette idée de l'enfant abandonné, puisque mon arrière-arrière-grand-père avait été placé dans un monastère, en fin de compte, puisqu'à l'époque, cette partie de la France étant très pauvre, souvent les familles n'avaient pas de quoi élever leurs enfants. Donc ils les mettaient en pension pendant quelques années, en se disant qu'ils allaient les récupérer quand ils pourraient travailler à la ferme ou sur l'exploitation. Et quand j'ai lu l'histoire du facteur, je me suis retrouvé, et j'ai retrouvé des exemples très très forts de ma famille, ma grand-mère qui était fille de ferme, tout ce rapport à cette extrême rudesse et pauvreté de cette région. Et surtout, quand j'étais adulte, j'ai recherché justement où avait été abandonné mon arrière-arrière-grand-père. Et je suis retourné à l'endroit où il avait été abandonné et j'ai feuilleté des énormes cahiers. Et dans ces très grands cahiers, il y avait des objets que les parents laissaient, des objets qu'ils coupaient en deux. C'est-à-dire, ils coupaient une carte à jouer en deux, ils gardaient la moitié de la dame de cœur, ils laissaient l'autre moitié de la dame de cœur, ou un ruban, par exemple, ils coupaient les rubans en deux. Et quand les parents voulaient revenir récupérer leur enfant, ils venaient avec la moitié manquante. Et donc, vous avez ces énormes registres avec que des moitiés d'objets qui sont épinglés en fonction de noms d'enfants abandonnés. Et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment bouleversé, d'autant plus que la carte manquante de cet aïeux était encore là. Jamais personne n'est venu le chercher. Et moi, enfant, j'avais l'impression d'avoir été moi-même abandonné. J'avais ce sentiment très très fort d'être dans une famille qui n'était pas la mienne et qu'on viendrait me chercher peut-être un jour. Et moi, si j'étais si curieux de ça, c'est parce que j'ai un nom atypique. Othoniel, c'est un nom que seule ma famille porte en France. Et je m'étais dit, mais d'où vient ce nom ? Mon père se disait, mais d'où vient ce nom ? Mon grand-père ne savait pas non plus d'où venait ce nom, puisqu'on était des enfants de l'assistance. Et on n'a jamais su si ce nom avait été donné par les sœurs où l'enfant avait été abandonné, ou c'était notre vrai nom. Et ça reste encore un mystère. Et ce nom que j'adore mon nom Othoniel, c'est un nom que j'aime beaucoup, qui est très beau, un nom qui vient de la Bible, d'origine hébraïque, qui veut dire lion de Dieu, celui qui défend Dieu.
Et ce nom a été une clé, je pense, dans mon œuvre comme étant une interrogation qui m'était posée, puisque depuis que je sais parler, on me demande d'où vient mon nom. D'où vient-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça a été toujours une chose incroyable pour moi d'être obligé d'aller chercher dans le dictionnaire un autre Othoniel qui était juge d'Israël, et ne sachant pas si j'étais de confession juive ou pas, puisque ma famille est catholique depuis 4 générations. Et en parlant avec mon père, c'était une interrogation que lui-même avait vécue et que son père avait vécue. Et dans des moments difficiles pour mon père, parce qu'il a été adolescent pendant la guerre. Donc, est-il juif, n'est-il pas juif? C'était des choses qui étaient très violentes dans la famille, dont on ne parlait très peu, mais le nom catalysait tout ça. Donc, quand j'ai lu cette histoire du facteur avec l'enfant abandonné, tout ça m'est revenu en pleine gueule et ça a créé un rapport de proximité avec l'histoire du facteur et de ce palais que je trouve d'autant plus extraordinaire qu'il est né d'un pays d'une grande rudesse où il n'y avait rien. Et cette rudesse, je sais qu'elle est en moi. Et c'était une façon de m'y confronter un peu que de faire cette exposition. Depuis ses jeux d'enfants et ses vacances familiales à l'ombre du palais idéal du facteur cheval, jusqu'à cette exposition « Le rêve de l'eau », Jean-Michel Othoniel a parcouru un long chemin dans le monde de l'art contemporain pour être aujourd'hui considéré comme un des artistes majeurs de sa génération. Reconnu aussi bien pour ses dessins à l'aquarelle que pour ses compositions de perles de verre monumentales, ses œuvres, toujours empreintes de délicatesse et de couleur, participent à son projet d'artiste, celui de poétiser et de réenchanter le monde. Elles sont conservées dans les plus grands musées d'art contemporain, fondations et collections privées, en France et dans le monde. Moi, j'étais un enfant très timide, très discret, mais très joyeux. Tout m'émerveillait, j'adorais me promener, j'étais facile et très à l'écoute des adultes qui voulaient apprendre, une sorte d'éponge comme ça qui prenait tout autour de moi. Et du coup, j'avais une vraie vie intérieure parce que justement, je m'étais nourri de toutes ces anecdotes, toutes ces rencontres, tous ces gens qu'on pouvait croiser. Le facteur cheval, à travers son métier, facteur, il faisait de grandes marches, il marchait beaucoup, il était donc souvent seul. Est-ce que vous trouvez encore aujourd'hui, avec des sollicitations beaucoup plus grandes, j'imagine qu'au début de votre art, le temps d'être seul? Moi, je suis resté beaucoup seul enfant et j'aimais ça. Et ça a développé chez moi une certaine force. Et aujourd'hui encore, j'aime beaucoup être seul. C'est quelque chose où je me sens jamais abandonné, même si j'avais ce sentiment-là. Je me sens vraiment en plénitude de moi-même, de mes souvenirs, de mes rêveries. Et encore aujourd'hui, je fonctionne encore avec cette âme d'enfant, oui, c'est sûr. Alors j'essaye d'organiser ma journée avec le matin où je dessine dans mon atelier seul et l'après-midi où je travaille avec mes équipes puisque j'ai quand même 10 personnes avec qui je travaille dans mon studio. Et là, je change de casquette, alors comme le facteur, et je deviens un petit chef d'entreprise en fin de compte, parce que quand on a 10 personnes et qu'on doit travailler en même temps sur les questions d'ingénierie, les questions de communication, et puis la fabrication des œuvres, parce que j'ai des œuvres qui sont dessinées comme ça dans la matinée de façon un peu légère, des aquarelles qu'on pourrait dire enfantines, mais quand d'une aquarelle naît une vague qui fait 10 mètres de long, 6 mètres de haut, 25 tonnes, il faut travailler en collaboration avec des architectes, des ingénieurs, des souffleurs de verre. Donc il y a un moment où je dois sortir de cette timidité pour vraiment pouvoir fédérer des énergies. Et j'aime ça, cet esprit d'équipe autour de moi, d'avoir des gens qui m'accompagnent, qui m'aident, qui savent faire ce que je ne sais pas faire. Par exemple, dessiner ton ordinateur ou gérer les comptes. Donc tout ça, pour moi, c'est important d'être bien entouré, d'avoir une sorte de famille autour de moi. Pour revenir au facteur cheval, son histoire, qui est la pierre d'achoppement, cette pierre sur laquelle il est tombé, qui est le début de la construction du palais, qui est donc son moment déclencheur. Je me suis demandé si vous aussi, vous aviez eu un moment ou un élément déclencheur dans votre vie où vous avez compris que l'art était une forme de destinée, ou alors c'était un hasard. C'est-à-dire que moi, enfant, j'ai toujours été passionné par le dessin et j'ai des souvenirs à 5 ans de me promener dans l'école très fier, de montrer mon dessin à tout le monde. Ça, j'ai des souvenirs de ça. D'ailleurs, j'ai retrouvé ce dessin dans les cartons quand j'ai hérité de ma mère et c'était assez émouvant. Je pense que c'est le dessin dont j'ai été le plus fier dans ma vie. C'est un dessin que j'ai fait quand j'étais enfant. Mais entre ce désir, au départ un peu virtuose parce que j'étais doué dans ce domaine, et puis après la découverte du musée de Saint-Étienne quand j'étais enfant, qui a été très important pour moi parce que j'ai vu cet espace de liberté, de joie, de construction, aussi ce rapport poétique au monde que j'ai vu à travers le musée. Et je me suis dit, j'ai envie d'être dans ce milieu-là. Mais je ne savais pas que je serais artiste. J'aurais pu être conservateur, j'aurais pu faire des livres d'art, j'aurais
j'aurais pu être critique d'art, je sais pas. Et je crois que le moment où tout bascule, où tout se radicalise, le choix, il est forcément lié à un événement dans votre vie qui fait que vous n'avez pas le choix. Vous allez là, sur ce terrain-là, qui est celui d'être artiste, qui n'est pas le terrain le plus facile. C'est un choix de vie, d'une vie simple, puisque tout est dédié à l'art. C'est pour ça, je pense qu'en tant qu'artiste, nous sommes tous fascinés par des histoires comme celle du Facteur Cheval. Des artistes qu'on dit singuliers, qui n'ont qu'une seule obsession, c'est la réalisation d'une œuvre, où il n'y a pas de place pour autre chose. Et ça m'a toujours fasciné. Et moi, je pense que si je suis devenu artiste, c'est vraiment parce qu'à un moment donné, j'ai voulu dédier ma vie à l'art. Donc ça a été vraiment un engagement total. Et je suis très heureux d'avoir fait ce choix, même si pendant 15 ans, je n'avais pas de voiture, pas de chaîne hi-fi. Tout était lié à mon travail. J'ai eu la chance de toujours vivre de mes œuvres depuis que je suis sorti des Beaux-Arts, donc ça c'est une chance, mais c'était aussi un choix de vie, c'est-à-dire que je vivais avec très peu d'argent, et d'autant plus que mon premier, ça c'est vraiment une anecdote, mais mon premier marchand d'art était à mon diplôme aux Beaux-Arts. Il m'a dit mais combien tes parents te donnent pour vivre par mois? Alors à l'époque, ça doit représenter, je sais pas moi, 400 € aujourd'hui, voilà, c'était pas grand chose. Et je lui ai dit, voilà, il me donne cette somme-là. Et il m'a dit, écoute, si tu veux rentrer dans ma galerie, je te donne la même somme chaque mois pendant 5 ans. Et tu pourras faire ce que tu veux, mais tu seras salarié de la galerie. J'ai réfléchi très peu de temps et je lui ai dit, écoutez, j'accepte. J'accepte de vivre avec, je crois que c'était 1200 francs par mois, et que toute ma production vous appartienne, de façon à ce que je puisse être libre de créer, de penser et de continuer à grandir dans mon travail. Voilà, j'ai aucun regret d'avoir fait ce choix. J'ai réalisé mes rêves et c'est des rêves que j'avais depuis longtemps. Donc ça, je suis content d'avoir fait cela, ouais. D'ailleurs, c'est ce qui m'a beaucoup touché dans le projet du Facteur Cheval, c'est quand on voit son dessin qu'il fait alors qu'il est propriétaire d'un petit carré de terre qui doit faire 10 mètres par 10 mètres. Il rêve déjà un palais qui fait 40 mètres de long. Mais il le réalise, c'est-à-dire qu'il rachète les jardins de ses voisins au cours de sa vie pour réaliser ce palais qu'il avait déjà rêvé dans son entièreté. Et donc il y a quand même cette vision de ne pas lâcher en fin de compte, de continuer son rêve jusqu'au bout. Et justement, vous, Jean-Michel Otoniel, avec cette exposition, vous voulez réaliser le rêve de mettre en eau, de rajouter l'eau dans ce palais idéal du Facteur Cheval. Et c'est un rêve que vous réalisez, lui qui en avait beaucoup. C'est une bulle, le Facteur Cheval. C'est quelqu'un qui a réalisé un monde parfait. Et c'est justement grâce aux lectures que j'ai découvert cette présence de l'eau qu'il souhaitait, qu'il activait. Je me suis dit, il faut que je réalise son rêve. C'est-à-dire que je réalise le rêve de l'eau, ce rêve que cette façade, ce rocher brûlé de soleil l'été ici dans la Drôme, devienne un lieu humide, un lieu protecteur, un lieu frais. Et je crois que c'était son désir, oui, que ce lieu soit accueillant, qu'on le vive, qu'on vive l'expérience. Et ces fontaines permettent de voir dans cette architecture tout ce circuit d'eau et ce discours non-stop, c'est-à-dire que non-stop, il y a des images. Le regard est toujours capté dans ce palais. D'ailleurs, on voit comment le public le regarde. Il est comme aimanté par ce palais, d'un détail de coquillages jusqu'à des personnages qui vont courir à la crête du bâtiment et qu'on voit le soir comme se découper sur de la dentelle gothique presque. C'est très très étonnant. Et puis tout ce rapport au voyage avec le fait qu'il y ait un temple hindou à surmonter de la grotte de la Vierge, à coller tout ça à une mosquée et un château médiéval. Tout ça, c'est des imaginaires comme ça qui se superposent. Et donc l'eau, je dirais, lie tout ça. Et on le voit très bien dans son premier dessin, le seul dessin qui reste. C'est ce lien qui est créé par l'eau. Il fait un grand dessin monochrome noir à la plume et il reprend à la couleur, à la gouache, ce bleu, un trait bleu comme ça qui va se déplacer tout au long du bâtiment, créer des jets d'eau par endroits, créer des cascades d'autres et surtout qui crée devant le palais un grand canal qui était destiné à faire que le palais se reflète. Du coup, avec ces sculptures fontaines, je peux être un peu en retrait par rapport à cette façade, laissant le bâtiment intact. Puisque mon souhait, c'était qu'un visiteur qui vient visiter le palais pour le Facteur Cheval puisse le voir sans être parasité par mon œuvre. Et ça, pour moi, c'était vraiment la condition de ce dialogue, de rendre hommage à ce facteur sans décorer son palais, puisqu'il n'a pas besoin de moi, il est déjà tellement parfait et j'ai rien à rajouter, je dirais. Je ne peux faire que des choses en écho à ce palais.
C'est naturel de vous demander en quoi cette exposition vous impacte, vous, et en quoi elle va peut-être impacter la suite de votre œuvre. Alors, non seulement elle m'impacte, mais c'est une exposition, au départ, je ne l'ai faite que pour moi. C'est-à-dire quand Frédéric Legros m'a demandé est-ce que ça t'intéresserait d'intervenir sur le palais, j'ai dit oui, mais en un quart de seconde, parce que je savais que cette confrontation avec un art singulier comme celui-là allait, je dirais, réactiver en moi des choses qui s'étaient peut-être endormies, et je suis très très heureux d'exposer là pour ça, parce que ça me motive, ça ramène des questions peut-être plus fondamentales, et ça me fait rebondir. Oui, c'est une pierre sur laquelle je rebondis. Et je suis vraiment très heureux de faire cette exposition. D'abord pour moi, parce qu'elle va nourrir ma création. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé. Je montre d'ailleurs dans la salle d'exposition les premiers dessins qui sont nés à la fin de tout ce parcours que j'ai fait à côté du facteur, qui sont des grandes silhouettes noires qui sont entre la ruine et le palais abandonné. Et je rêve de voir ça construit avec des briques de couleur à l'autre bout du monde. Donc c'est vraiment un propulseur d'énergie, ce palais. C'était l'été, la chaleur, les jours de juillet. Nous partions en vacances dans la Drôme avec ma mère, nomade pour une longue période, sans mon père qui restait à l'usine. Haute-Rive était une destination culturelle pour cette jeune institutrice curieuse et son fils. Nous sommes à la fin des années 60, j'ai 6 ans. Le château des géants, du sable, des coquillages, de la poussière, du soleil, de la fraîcheur, des grottes, des rires, du silence, et se perdre dans le mystérieux de l'enfance. Le bruit des pas sur les graviers, le vertige des belvédères, la peur du labyrinthe. Jouer, courir, chercher, et se chercher pour comprendre où l'on est et d'où l'on vient. Enfant des congés payés, je marche. On y va en marchant. C'est une destination, c'est le but de notre promenade, ce palais idéal. Palais des souvenirs enfouis, ce château de ma mère. Plaisir du temps infini et de comprendre, par cette marche, qui je suis. Jean-Michel Otoniel. Est-ce que vous imaginez la présence de vos parents dans le lieu aujourd'hui, à voir votre exposition ? Je n'osais y penser, dans le sens où leur décès est trop proche, et j'ai été tellement heureux avec eux ici. Je pense qu'évidemment ils seraient très, très heureux, très fiers, comme tous les parents d'ailleurs sont fiers de leurs enfants, mais ils auraient été très réceptifs à ce projet, parce que eux-mêmes c'était leur vie, ça faisait partie de leur univers, ce palais. Mais c'est un moment où je pense où l'enfance est libre de toute parenté, justement. C'est ce qui est très beau dans ce palais, c'est que c'est un palais universel où on est en même temps, on est à la fois africain, on est à la fois hindou, on est à la fois musulman, on est à la fois catholique, on est tout ça. Et c'est un discours assez exceptionnel, et je pense qu'à l'époque ça devait l'être encore plus quand il l'a construit, mais même aujourd'hui, quand on réfléchit aujourd'hui où chaque pays se referme sur lui-même, où chaque religion se referme sur elle-même, le fait d'avoir un endroit comme ça où tout se mélange et tout est au même niveau et tout est sublimé, c'est quand même une grande leçon, je trouve, une grande leçon de générosité, d'ouverture d'esprit. Et c'est pour ça que je pense que ma mère, qui était très laïque, institutrice laïque, aurait été peut-être très fière de ça, que je participe à cette grande célébration du mariage de toutes les cultures. Vous avez vu qu'il y avait un trou ou pas? La biche. Elle est trop belle. Ça, c'est ça. Ouais, mais ça, J'aime ce lien entre le passé et le présent, et je pense que aujourd'hui, je suis, en tant qu'artiste contemporain, je suis un artiste du passé, du futur. Oui. C'est-à-dire que je me sens vraiment un artiste de la continuité. Je vais chercher dans le passé la force de travailler aujourd'hui et de ramener peut-être aussi des émotions du passé. Moi, je suis un artiste qui a une période du siècle assez spéciale. C'est-à-dire que j'ai connu le XXe siècle, je suis dans le XXIe, j'ai été bercé
de par mon histoire, par le 19e siècle, justement cette histoire d'où je viens, quand mon père est né et que la maison était en terre battue, qu'aujourd'hui j'habite dans le Marais et j'ai un atelier de 4000 m². Enfin, tout ce passage-là, qui est extraordinaire à l'échelle d'une vie, je ne l'ai jamais oublié. C'est-à-dire que ce passé me nourrit. Et cette mission que je sens avoir en tant qu'artiste d'aujourd'hui, en puisant dans le passé, c'est ramener des émotions poétiques du passé. C'est une chose que j'ai envie de transmettre aux générations futures. Donc j'aime pouvoir transmettre en fin de compte. L'exposition Le Rêve de l'eau de Jean-Michel Othoniel prolongera votre été jusqu'au 6 novembre 2022 au Palais idéal du Facteur Cheval à Hauterive, dans la Drôme. En suivant le parcours des œuvres de Jean-Michel Othoniel, laissez-vous capter par l'univers du Facteur Cheval, de toutes ses représentations animales, humaines et mythologiques, et partez à la découverte des multiples citations écrites qu'il a disséminées un peu partout sur les murs, les niches et les grottes de son palais. C'est un plaisir sans fin, comme celui qu'a pu ressentir Jean-Michel Othoniel, enfant, quelques années auparavant. Toutes les informations pratiques pour cette visite sont à retrouver sur le site internet du Palais idéal du Facteur Cheval. Et pour retrouver les actualités ou les expos passées de Jean-Michel Othoniel, rendez-vous sur www.othoniel.fr. Un grand merci à Frédéric Legros, directeur du Palais idéal du Facteur Cheval, Marie Dussossois du studio Othoniel, à l'agence Anne Sanson Communication pour avoir rendu possible cette interview, et bien sûr, à Jean-Michel Othoniel pour le temps qu'il nous a accordé. Pour ne pas rater le prochain épisode du Sens de la visite, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée. Cette année, on va encore vous faire voyager. Suivez-nous donc sur les réseaux sociaux et sur notre site internet www.sensdelavisite.net. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.